Bonjour, aujourd'hui on va parler de la colite pseudo-membraneuse, ou appelée encore la colite à Clostridium difficile. Donc pourquoi elle est appelée comme ça? Donc c'est une colite, c'est une inflammation du côlon qui est due au quoi? Qui est due à un germe, un bacille. Bacille veut dire il a une forme de bâtonnet, donc qui est gram positif et qui peut produire des spores. Donc ce germe-là, il va provoquer la formation de pseudomembranes, veut dire ne sont pas des vraies membranes, ce sont faits par des polynucléotrophiles altérés, par de la fibrine, par des éléments cellulaires qui sont déchiquetés. Donc au sein de la fibrine, ils vont donner une pseudomembrane. Donc euh, si on va parler par exemple de la cause de cette colite pseudomembraneuse, on sait que le germe causal c'est Clostridium difficile, mais ce Clostridium difficile c'est un germe qui va être présent comme étant un germe déjà présent au niveau du microbiote intestinal ou ce qu'on appelle la flore intestinale, mais il va vivre avec les autres germes du microbiote intestinal. Quand est-ce qu'on va voir cette colite? C'est quand on va voir une prise d'antibiothérapie à large spectre. Cette antibiothérapie, elle va déréguler la flore intestinale, donc elle va tuer les autres germes qui sont présents avec le Clostridium difficile, ce qui va donner la chance à ce germe-là de faire la prolifération et d'augmenter le nombre de ce germe et qui va produire des toxines. Et ces toxines-là, ce sont de type toxines de type A et la toxine de type B. Donc, on va détailler la physiopathologie par suite. D'abord, il faut donner certains éléments qui vont orienter le diagnostic. On va penser à cette colite à pseudomembraneuse ou à la colite à Clostridium difficile devant tout patient qui a pris une antibiothérapie et après cette antibiothérapie, on a eu une diarrhée glérosanglante avec de la fièvre. Donc, l'antibiothérapie, quel antibiotique les plus fréquents, c'est surtout la céphalosporine de la troisième génération, clindamycine et les quinolones. Mais on peut avoir autres antibiotiques. Et puis, on va penser à cette colite pseudomembraneuse, c'est quand on a par exemple une colite qui va résister même après l'arrêt de l'antibiothérapie après 48 heures. Et on a encore cette diarrhée qui est ici, on va penser à la colite pseudomembraneuse ou encore quand on a une diarrhée qui va apparaître après un arrêt d'une antibiothérapie qu'on a pris lors de 2 mois auparavant. Donc, dans ces circonstances-là, on va penser à cette colite pseudomembraneuse. Pourquoi on va penser et on va traiter rapidement cette colite pseudomembraneuse? Parce qu'elle peut être grave, parce que parmi les complications, c'est le mégacolon et la perforation du côlon. Donc, on revient au principe physiopathologique et de la contamination. La contamination de ce germe, c'est une contamination orofécale. Donc, les spores, ils vont venir à partir de l'alimentation ou par voie orale. Ils vont arriver au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, ils vont résister à l'acidité gastrique. Puis, ils vont arriver à l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, ils vont trouver les selles biliaires. Les selles biliaires, ils vont stimuler la sporulation de ce germe-là, puis la germination de ce germe-là, puis il va arriver au niveau du côlon et il va être présent avec les autres germes de microbiote intestinal. Si le patient il va prendre une antibiothérapie à large spectre, on va tuer les autres germes et on va donner donc une opportunité au Clostridium difficile de se multiplier et quand il va se multiplier, il va faire quoi? Il va augmenter de nombre et il va traverser le mucus qui est présent au-dessus de la muqueuse colique. Il va traverser le mucus. Pourquoi? Parce qu'il a des flagelles qui permettent de nager et traverser ce mucus-là. Puis il va arriver aux cellules entérocytaires, donc la muqueuse du côlon. Quand il va arriver à la muqueuse du côlon, donc on va voir la fixation à travers les adhésines qui vont se fixer sur le récepteur des entérocytes. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont libérer deux types de toxines. C'est la toxine A, c'est une entérotoxine, donc elle est toxique pour les entérocytes.
Et une autre toxine, c'est la toxine B, elle est cytotoxique, donc elle va provoquer la mort des cellules. Comment on va voir ces éléments-là? C'est que après la libération de l'entérotoxine, il va provoquer une dérégulation au niveau des entérocytes, donc ils vont perdre leur capacité d'absorber le liquide, ce qui va laisser les liquides au niveau de la lumière colique, il va donner donc cette diarrhée-là. En plus de ça, on va voir la libération de la toxine B qui va provoquer un changement de la conformation de cytosquelette des entérocytes. Et quand le cytosquelette de l'entérocyte il est changé, elle va être détachée de part et d'autre des entérocytes par les tight junctions. Et cela va provoquer la stimulation d'une apoptose et la cellule elle va subir donc une mort cellulaire programmée. Après cette mort cellulaire programmée, comme les cellules commencent à libérer leur contenu, ils vont libérer les cytokines. Ces cytokines, ils peuvent passer vers les vaisseaux sanguins et vers le sang. Ils vont aller vers l'hypothalamus, ils vont élever le thermostat et on va avoir une fièvre, des frissons, etc. En plus de ça, ces cytokines, ils vont faire un appel aux polynucléaires neutrophiles et aux monocytes. Et ces polynucléaires neutrophiles, quand ils vont venir pour faire la phagocytose, ils ne peuvent pas faire la phagocytose parce que Clostridium difficile, sa capsule, elle est résistante à la phagocytose. Et on commence à voir une altération des polynucléaires neutrophiles, donc des PNN altérés, de la fibrine, des éléments cellulaires, donc des débris cellulaires, des cellules qui sont mortes. Et tout ça, ils vont former une pseudo-membrane. Cette pseudo-membrane, on peut la voir par endoscopie et elle va donner un aspect blanchâtre. Avec le temps, ces toxines-là, ils peuvent traverser jusqu'à la musculeuse du côlon. Là, on va voir le plexus d'Erbach. Le plexus d'Erbach qui permet assurer la motilité et le péristaltisme des coliques. Donc, quand on va altérer ce plexus d'Erbach, on peut avoir donc un arrêt de la motilité, ce qui va donner un mégacolon. Et ce mégacolon, il va favoriser encore la pullulation bactérienne. Et avec le temps, on peut risquer d'arriver à une perforation colique. Donc c'est ça la gravité de cette colite à Clostridium difficile. Donc si on a pensé au diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen complémentaire? On peut faire la coproculture et on va mettre les renseignements au-dessus. Donc il faut chercher la toxine A et la toxine B, comme on peut faire un test d'ELISA rapide ou la PCR pour chercher les gènes de ces toxines-là. Donc, quand on fait la coproculture, si on va trouver le Clostridium difficile, cela ne prouve pas le diagnostic parce que le Clostridium difficile, il est présent d'une façon normale au niveau du microbiote intestinal. Donc, il faut trouver les toxines A ou B. Très bien, donc on peut faire encore l'endoscopie. L'endoscopie, dans ce cas, on va trouver un aspect blanchâtre qui va nous orienter vers des pseudomembranes. Comment je vais traiter cette colite pseudomembraneuse? Premièrement, et avant le traitement, c'est quand on fait l'endoscopie, il faut qu'on fait des biopsies et on va envoyer les biopsies au pathologiste parce que le pathologiste, donc le spécialiste en anapath, il peut prouver donc le diagnostic, donc ou confirmer le diagnostic par la présence de ces pseudomembranes. On va trouver de la fibrine, ce qu'on a expliqué sur un plan physiopathologique. On va trouver de la fibrine, des éléments PNN, des PNN altérés, des débris cellulaires, et une altération des cryptes coliques et ces sécrétions et cette fibrine, elle va avoir un aspect comme si une éruption de volcan, comme si une éruption à partir d'un volcan. Très bien. Par suite, le traitement, il faut arrêter l'antibiothérapie qui est en cause. Par suite, la réhydratation, parce qu'on a une diarrhée, on va perdre beaucoup on va réguler la régulation hydroélectrolytique. Et puis, il faut arrêter cette diarrhée par des antidiarrhéiques ou non? Non, il faut respecter cette diarrhée parce qu'elle va assurer le washed out. Donc, on va assurer le lavage de ces toxines-là A et B. Et puis, quelle antibiothérapie on va choisir dans le traitement et dans les QCM, c'est le métronidazole. Donc, c'est un traitement qui est efficace sur ces germes anaérobiques.
Et par exemple, en cas d'échec de métronidazole, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la vancomycine. Donc, c'est un glycopeptide. Et c'est parmi les rares indications où on va utiliser la vancomycine par voie orale. Parce que la vancomycine, elle s'utilise par voie IV. Donc, on va utiliser par voie orale dans ce cas parce que la vancomycine, il ne va pas être absorbé par le côlon. Donc, il va assurer l'effet local au niveau du côlon, au niveau là où on a ce germe-là, là où on a ce germe-là, et on va voir donc une efficacité par la vancomycine. Donc, on peut par exemple citer certains effets secondaires qu'on peut avoir par la vancomycine si on va l'utiliser par voie IV dans autre indication. Les effets secondaires, on peut utiliser un moyen mnémotechnique, c'est que vancomycine, elle a un VAN. Donc, le V, parce qu'on va l'utiliser par voie IV, souvent, elle va provoquer des thrombophlébites. C'est pour cela, donc, quand on va utiliser la vancomycine, on va utiliser dans un sérum glucosé, dilué. Et il faut que le passage de l'antibiotique, il va être long, par exemple, sur 1 heure. Donc, il ne faut pas faire un passage rapide parce qu'on va provoquer une thrombophlébite. Premièrement. Deuxièmement, elle peut provoquer un certain type d'allergie, parce que c'est un glycopeptide, comporte un peptide qui peut provoquer une stimulation de la libération d'histamine. Il va donner ce qu'on appelle le syndrome de l'homme rouge ou Red Man syndrome chez les anglophones. Donc, c'est pour cela encore qu'il faut utiliser le passage de traitement. Il va être un passage long, donc au minimum à partir d'1 heure. Et puis, le troisième effet secondaire, c'est le N, c'est la néphrotoxicité. Mais les dernières études parlent que la néphrotoxicité de la vancomycine, elle est similaire à la néphrotoxicité de la pénicilline. Donc, c'est ça, la colite pseudomembraneuse ou la colite à Clostridium difficile d'une façon générale. Et on vous remercie.